bonjour. Et je vous remercie de cette invitation. Le discours ne peut être long, parce que je pense qu'on a déjà tiré en longueur pour une cause bien justifiée. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ceci témoigne donc de la richesse de votre formation et de votre filière. Sur ce, je salue mon confrère de parti, M. Ibrahim Taro, qui est aujourd'hui parrain de cet événement, dont la description aujourd'hui à travers son CV montre une référence pour cette jeunesse, mais aussi une personne dévouée pour la cause de sa communauté. Pour cela, je lui transmets mon bonjour et je le félicite pour tout l'engagement dont il a fait montre dans notre parti, mais aussi pour les intérêts des colons. Et je souhaite vraiment que Dieu lui réserve des avenirs meilleurs et réalise tous ses projets sur le plan politique, économique et social. Je pense que je vais revenir un peu en résumé sur ce qui a été dit sur mon parcours, parce que ceci c'est important pour nous autres de nous faire connaître par l'assistance et de légitimer un peu ce que nous faisons. Je pense qu'il a fait un résumé général et succinct, mais du fait des aspects purement techniques du parcours, il y a certaines choses qu'il a voulu développer. Bon, je pense que ce n'était pas très... Mais quand même, il a dit l'essentiel. Comme il a dit, je suis un produit de l'école colloise, parce que j'ai eu mon baccalauréat ici. Après, j'ai été à l'université Gaston Berger, où j'ai fait mon DIA en analyse économique et quantitative. Le DIA, c'est comme le Master 2 actuellement. Après, je suis parti en France, à Clermont-Ferrand, où j'ai fait un Master 2 en analyse économique et développement international, dans le Centre d'études et de recherche sur le développement international. C'est là où on forme les fonctionnaires de la Banque mondiale et autres, et du FMI. Après ça, je suis parti à Paris, où j'ai fréquenté l'ESC Paris, où j'ai fait un master en finance, contrôle de gestion audit. J'ai travaillé en France en tant que contrôleur de gestion à Catégorie Sainte-France, Vélizy. Après, je suis revenu au Sénégal. J'ai occupé le poste de responsable administratif et financier de la Société pour l'énergie Drink. Après cela, je suis parti à AGTS, où j'étais le responsable du contrôle de gestion. Et en 2025, j'ai fait le concours de l'École nationale d'administration, où j'ai été admis dans la section impôts et domaines. Depuis ma sortie, je travaille aux impôts en tant que chef de bureau. Là, je poursuis aussi mes études en expertise comptable. Et je projette aussi de soutenir ma thèse. Donc c'est ça, en résumé, ce qu'il a voulu vous dire. On ne peut pas entrer dans les détails. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est avec un plaisir que je vais animer cette conférence. Parce que j'ai eu une première expérience avec les étudiants de l'AS. Ça a été un succès du fait qu'on avait trouvé des étudiants très attentifs et très inspirés. Et j'ai été vraiment satisfait du niveau que j'avais trouvé ici. Parce que certaines questions, si les étudiants les posent, c'est que c'est des gens qui font vraiment des recherches. Et ça a été une grosse marque de satisfaction. Donc aujourd'hui, on va parler de l'interdépendance entre la capacité financière et la protection des consommateurs. Parce que comme vous le savez si bien, dans notre société, la capacité financière joue un rôle très central. Mais cette capacité aussi est étroitement liée à la protection que nous bénéficions en tant que consommateurs. Aujourd'hui, il est important d'avoir des ressources pour pouvoir subvenir
à ses besoins et ça c'est à ses aspirations économiques, mais aussi c'est une autre chose de trouver un marché qui répond non seulement à nos critères, mais aussi qui s'inscrit en conformité avec le respect de l'emploi. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il est important de faire cette étude-là sur ce qu'on appelle l'interdépendance entre la capacité financière et la protection du consommateur. Parce que c'est ça qui réduit les risques de marché. Et sur cela, dans cet exposé, nous allons explorer l'interdépendance, la complexité de cette interdépendance et ses implications. Nous allons aussi étudier les dispositifs mis en place pour la protection des consommateurs. Parce que vous savez bien que nous sommes dans un état de droit, et qui dit état de droit dit lois et règlements. Et ce sont ces lois et règlements-là qui encadrent les activités économiques, qui font que les populations puissent se prémunir à travers l'information de certains abus dont ils peuvent être victimes sur le marché, du fait donc des fournisseurs, mais aussi peut-être des opérateurs économiques qui leur fournissent des services. Et donc si on campe bien le débat, si on veut camper bien le débat, je pense que dès le départ, il serait bien de définir la terminologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la capacité financière, mais aussi qu'est-ce que c'est que la protection du consommateur. Alors pour la capacité financière, c'est la possibilité d'acquérir des biens et services, de faire face aux imprévus et de réaliser des projets. Cela dépend de nos revenus, de nos dépenses, de notre patrimoine et de notre accès au crédit. Aujourd'hui, si on parle de capacité financière, vous qui avez fait économie, ou encore qui touchez les aspects relatifs aux finances, vous savez que c'est une terminologie étroitement liée aux ressources. Et quand on parle de ressources, les ressources ne signifient pas uniquement les ressources financières, à travers les billets de banque, à travers les pièces de monnaie. Non. La ressource, elle peut s'inscrire en termes de patrimoine. Patrimoine, quand on vous dit patrimoine aujourd'hui, il y a des personnes, il serait bien pour certains de suivre pour ne pas déranger les autres. Excusez-moi. Alors, je disais que le patrimoine, quand vous faites une évaluation de vos biens, il y en a qui, quand ils ont des ressources financières, aujourd'hui ils gagnent par exemple 500 millions, pour conserver cet argent-là, ils ont soit la banque, où ils peuvent faire de l'épargne, avec des intérêts qui peuvent retomber, mais d'autre part aussi, ça c'est des ressources fiduciaires, n'est-ce pas, qu'ils peuvent mettre en banque pour que l'on fasse des réserves et que derrière ils puissent tirer des intérêts. Donc ça c'est des ressources, c'est des formes de ressources. Il y a des formes de ressources qui sont liées aux aspects naturels, c'est-à-dire les biens en nature. Ça peut être une voiture, ça peut être un immeuble, ça peut être un verger. Tout ça, c'est des réserves de valeur. C'est pourquoi vous voyez que par moment, les gens, pour conserver l'argent qu'ils ont, ils vont à Dakar, par exemple, pour des terrains qui peuvent coûter aujourd'hui 10 millions et en 3 ans coûter 30 millions. Ils investissent dans cela. C'est une forme de ressource, mais qui se traduit en patrimoine, en nature, et qui a de la valeur au fil du temps. À lieu de placer leur argent en banque et d'avoir des intérêts qui vont retomber, dont ils vont bénéficier derrière, ils préfèrent acheter donc un patrimoine, soit un patrimoine bâti, soit un patrimoine non bâti, mais c'est des aspects de ressources qui sont naturellement jugés. Vous avez aussi des ressources qui sont créées à travers l'accès au crédit, c'est-à-dire les financements, pour des projets, pour investir dans des projets. Ça, c'est des formes de ressources. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une dette envers la banque et qu'on veuille recouvrer cette dette-là du fait d'un non-paiement litigieux entre vous et la banque va automatiquement, après un jugement qui sera frappé de l'autorité de la justice, évaluer vos biens à vous, que ce soit les maisons, que ce soit les véhicules, que ce soit les vergers, les champs et tout. On évalue la valeur. Si c'est conforme au montant que vous avez emprunté auprès de la banque, automatiquement on l'évalue et on fait une réquisition pour une vente ultérieure afin de recouvrer la créance de la banque.
Donc ça, c'est des formes de ressources qui ne sont pas forcément monétaires, mais qui peuvent aujourd'hui créer de la valeur et donc se traduire par une capacité financière. Donc si on vous dit que vous avez une capacité financière, ce n'est pas forcément que vous, l'argent que vous avez la capacité de décaisser tout de suite et de dépenser tout de suite, mais c'est la valeur que vous avez la possibilité de créer. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Alors, pour la protection des consommateurs, c'est l'ensemble des dispositifs mis en place pour garantir les droits des consommateurs et les protéger des pratiques commerciales déloyales. Il s'agit entre autres d'assurer un accès à l'information, parce que c'est très important pour les consommateurs d'avoir accès à l'information. Aujourd'hui, quand on dit protection du consommateur, si aujourd'hui je veux protéger un étudiant lambda par rapport au produit qu'on veut lui vendre et qui n'est pas un produit de qualité, qui est une contrefaçon, si je n'ai pas l'information par rapport à la chose, je ne peux pas protéger la personne. Cette personne-là va entrer dans le marché, va se faire arnaquer, parce qu'il n'y a pas de dispositif mis en place pour l'assurer que ce produit-là est un produit de qualité, ou un produit pour lequel son achat ne lui porterait pas préjudice. Donc ça, c'est très important, l'accès à l'information. C'est pour cela que vous voyez que dans les nouveaux dispositifs, avec la nouvelle loi qui a été créée, la loi 2021-25 qui a été créée pour la protection des consommateurs, vous voyez que l'aspect de l'accessibilité à l'information de marché, l'information financière à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'accent a été mis sur ces questions-là pour assurer la protection des consommateurs. Nous allons y revenir. Donc, ce premier aspect important pour la protection des consommateurs, c'est déjà l'accès à l'information. Deuxième chose, c'est leur permettre de faire des choix éclairés. Je l'ai dit tantôt dans l'exposé. Le choix éclairé passe déjà par l'information, mais aussi par l'encadrement. Et l'encadrement, nous allons en parler quand nous allons développer les dispositifs mis en place pour protéger les consommateurs sur les mécanismes de marché. Et parce que déjà le choix, pourquoi il doit être éclairé? Parce que par moment, si vous voyez bien, il y a beaucoup de cachotteries qui se font. Même quand vous allez en banque, il y en a qui ont ouvert des comptes en banque ici. Voilà, si vous voyez bien, dans les clauses que vous avez avec la banque pour votre compte bancaire, on vous donne un document très volumineux. Vous allez avoir plutôt quelque chose comme 80 à 100 pages. Où on va faire du tralala, on va développer du tout là. Vous, en tant que personne non avertie, profane à la question financière, aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est d'ouvrir votre compte en banque. Rares sont parmi vous ceux qui ont pris le temps de tout lire avant de signer. Avez-vous tout lu des documents qui vous ont été fournis par la banque? Non. Parce que l'information n'est pas claire ni accessible. Il y a certaines clauses dans les contrats, si tu n'es pas une personne avertie, il est difficile pour toi, à partir de toi-même, de faire une analyse et de savoir comment faire le choix éclairé. Et c'est pourquoi je le dis, il faut permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. À travers quoi? Des contrats succincts, qui ne sont pas kilométrés, mais accessibles, faciles à comprendre. Vous voyez que les gens, même du fait de la difficulté d'appréhension de ces contrats-là et des clauses contractuelles, on est souvent amené à contacter avec un avocat ou un notaire pour passer certaines commandes, pour passer certains marchés. Parce que, pourquoi? On veut réduire le risque. Si on ne le fait pas, on risque de signer des clauses pour lesquelles on n'a aucune connaissance et que derrière, en cas de litige, la personne va dire et ça, c'est fréquent au Sénégal. Quand vous allez dans les tribunaux, là, vous allez voir que c'est très fréquent. Et donc, c'est pourquoi la question que vous avez soulevée ici, en conférence, c'est une question très essentielle, qui n'est pas négligeable et qui devrait faire l'objet d'attention particulière pour vous autres les apprenants en économie. Alors, et les indemniser en cas de litige. Aujourd'hui, peu sont ceux qui sont conscients de certains litiges, de la nature de certains litiges qui peuvent les lier aux institutions financières ou bien aux fournisseurs. Les gens ne savent même pas qu'ils ont la possibilité d'ester en justice
pour certains cas de figure. Vous voyez quelqu'un qui est arnaqué sur le marché, après il ne sait même pas quel recours il doit pouvoir utiliser. Après il dit c'est pas grave, bail par diable. Alors en lieu et place du bail par diable, tu pouvais interroger Dieu même qui va t'aider à résoudre le problème et récupérer ton argent. Ouais, on a ces problèmes-là au Sénégal. C'est nous-mêmes aux impôts et domaines. Parfois, il y a des litiges qui sont à désavantage de l'administration, mais le contribuable, du fait qu'il ne soit pas averti et qu'il ne connaisse pas la réglementation fiscale, il est souvent amené à laisser tomber et à faire ce que l'administration lui dit. Et si tu tombes sur des agents qui sont injustes, ils ne vont pas l'aider à recouvrir la vente. Alors que si vous faites recours à un conseiller fiscal, lui, il va vous dire, attendez, ça, on vous le reproche, mais en réalité, on ne doit pas vous le reprocher parce que la faute incombe à l'administration, mais pas à vous. C'est le principe de l'égalité administrative. Donc c'est là, à partir de là, vous voyez que du fait de l'absence de l'information, du fait des dispositions contractuelles non éclairées, les gens parfois ne vont même pas recourir à un contentieux juridique parce que les litiges en cours sur la question, ils n'en sont pas concernés. Et ils sont, d'où l'importance de ce que je vais développer tout à l'heure. Parce qu'après, tu as les moyens, tu arrives à te faire protéger. Tu n'as pas les moyens, tu n'y arrives pas. Donc, vous voyez que c'est pourquoi je viens vous dire, je vais développer sur le lien entre la capacité financière et la protection des consommateurs. Parce que la capacité financière et la protection des consommateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est deux choses qui sont étroitement liées. Parce que vous regardez bien, une personne disposant de moyens financiers suffisants est mieux à même de faire valoir ses droits en cas de problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez dans un marché lambda. Vous faites, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez les différents marchés qu'il y a. Les marchés publics, les marchés financiers, les marchés traditionnels. Ils sont nombreux en économie. Il y a beaucoup de marchés. Il y a même le marché noir, qui est source même d'économie informelle et qui nous fatigue aujourd'hui dans l'appréhension des ressources fiscales dans ce pays. Alors, je disais que le lien entre les deux, la capacité financière et la protection du consommateur, c'est un lien très étroit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une bonne capacité financière, vous avez un litige avec une administration donnée. On vous dit, pour résoudre votre litige, il faut aller voir un notaire. Un notaire. Ou bien un avocat. Vous savez que l'avocat, pour le faire travailler sur des questions privées, il va falloir faire quelques dépenses. On est d'accord? Si aujourd'hui vous devez, comment dirais-je, contracter avec un expert conseil, un cabinet de conseil, pour une opération économique donnée, vous êtes obligé de décaisser de l'argent. On est d'accord? Si aujourd'hui vous voulez voir un médecin spécialisé qui vous accueille dans une clinique privée, en lieu et place du public, vous devez décaisser de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de lien étroit entre votre protection et votre niveau de ressources. Aujourd'hui, pour avoir un avocat, pour avoir un expert qui va vous aider à résoudre un problème donné, il faut lui donner beaucoup d'argent. Imaginez donc ce citoyen-là qui n'a pas assez de revenus. Est-il mieux protégé que celui-là qui a un revenu? Parce que le médecin à qui tu vas donner de l'argent pour te faire une opération spécifique que tu n'as pas voulu faire dans le public, celui-là, en cas d'erreur, il rendra compte. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'il devra payer en indemnité. Et pour pouvoir avoir cette forme de soin-là, tu as dû décaisser beaucoup d'argent. En lieu et place d'aller dans le public pour des soins moins coûteux. Vous allez par exemple, on vous vend un terrain litigieux dans le marché immobilier. On vous vend un terrain litigieux. Vous êtes consommateur. Vous avez acheté le terrain.
Alors que le terrain appartenait à un autre Moussa qui était là. On fait de faux papiers. C'est fréquent à Dakar. On vend. Après, tu vois les mamans qui viennent dans les bureaux. On m'a vendu un terrain qui n'est pas bon. C'est le gars qui me l'a vendu, il s'appelle comment? Il m'a arnaqué. Tu lui demandes, es-tu allé auprès du notaire pour acheter ce terrain? Non, 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 je ne suis pas parti là-bas, c'est Mourou qui m'avait dit que Moussa il vendait. Alors là se présente un litige qui est très compliqué. Et du fait de l'absence d'information pour le contribuable, on est tombé dans des erreurs qui lui ont fait perdre des vingtaines de millions. Alors, cette question-là, aujourd'hui, pour la résoudre, du fait de sa capacité financière qui est un peu juteuse, peut faire recours à des avocats, peut faire recours